Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Juline Legrand, je viens du laboratoire d'informatique de Grenoble. Donc je suis étudiante en traitement automatique du langage, c'est assez loin de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc je vais je vais vous présenter notre travail qu'on a fait dans le cadre du projet CIRDO sur l'utilisation de la reconnaissance de la parole des personnes âgées pour l'autonomie des personnes âgées à domicile. Donc le constat que nous avons tous aujourd'hui, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, ça on ne le présente plus, et qu'en en 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc les conséquences à ça par rapport au vieillissement, c'est qu'il y aura un isolement et une augmentation des personnes en diminution d'autonomie qui sera grandissant. Beaucoup plus de personnes qui auront des maladies chroniques comme on vient de le présenter. Un nombre insuffisant de places dans les institutions et le manque de personnel. Donc par rapport à ça, on a les technologies qui vont pouvoir aider à lutter contre tous ces problèmes, qui nous aideront à mieux répondre à tous ces soucis qu'on aura. Dans mon état de l'art, j'ai trouvé plusieurs outils qui aidaient à cette autonomie. Le lien fait par Be Quiet, qui est un dispositif qu'on place au domicile des personnes qui permet de faire une détection de chute, faire un certain nombre de tâches en rapport avec le lien avec les familles, les médecins, de transmettre des informations. Le système Nemo, qui est plus fait pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Donc moi, je l'ai trouvé pertinent dans le sens où il y a un grand nombre de personnes âgées qui ont aussi une mobilité réduite. Donc le système Nemo va permettre de faire un contrôle de l'environnement grâce à la voix. Aussi, j'ai trouvé une solution par le Quando Embedded Solution qui propose pareil des dispositifs pour aider à l'utilisation d'objets complexes comme ça pour les personnes âgées. Il faut prendre tout ça bien avec des pincettes parce que la reconnaissance vocale, c'est quelque chose de très complexe et sur les sites web, par exemple, on trouve très peu d'informations précises sur ce qui est fait. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui est exactement fait au niveau de la reconnaissance vocale par ces professionnels-là. Donc nous, notre projet, c'est le projet CIRDO, donc la création d'un compagnon intelligent réagissant au doigt et à l'œil. Donc vous pouvez voir, ici, c'est l'outil Helio, que je vais décrire un petit peu plus tard. Ce projet vise à mettre en relation le résident, qui soit chez lui, à son propre domicile ou dans un établissement, sa famille et les différents établissements, donc médecins ou maisons de retraite. On vise une interaction naturelle entre l'homme et la machine, donc typiquement la voix qui a été établie comme un moyen naturel d'interaction. On utilise donc la reconnaissance automatique de la parole pour une détection d'appels de détresse, la chute ou un appel au secours. La commande vocale pour de la domotique. Donc on envisage pour baisser les volets, des choses comme ça, la lumière, allumer la télévision. On a aussi un autre volet dans ce projet qui est une détection de situation normale ou anormale par une analyse du signal sonore. Et donc tout ça donc dans le but de favoriser l'autonomie des personnes vivant seules à leur domicile et la prise en charge par les aidants grâce à un lien qui sera plus ou moins continu. Donc l'outil Helio, donc vous voyez, on réutilise la télévision. Dessus on branche un capteur vidéo, comme un peu une webcam. Et il y a soit la commande par une petite télécommande ou avec la voix.
Donc tout ça, ça permet ce que je vous dis. Quand on parle de partage d'informations, c'est un partage avec les familles, donc de photos ou autres, et aussi le partage d'informations avec les médecins, par exemple. Mais on ne sait pas exactement quel type d'informations on veut vraiment transmettre. Donc on pourrait se demander quelle est vraiment l'utilité de la reconnaissance de la parole pour ça. Moi j'ai trouvé une petite citation, qu'une personne âgée sur 3 vivant à domicile chute dans l'année. Je trouve ça assez triste. Cet événement est fréquent aussi, la première cause de mortalité par traumatisme. Je trouve qu'on a vraiment un devoir d'assurer la sécurité et le bien-être de nos aînés. Et ça passe par renforcer le lien social grâce à des outils comme ça, pour lutter vraiment contre l'isolement. Et la reconnaissance vocale est une solution parce qu'elle crée vraiment un lien avec non seulement l'outil, mais grâce à cet outil, avec le monde extérieur. Donc le problème avec la reconnaissance vocale, qui marche pour l'instant assez bien sur de la parole, on va dire normale, donc non âgée, c'est que la parole âgée a des spécificités qui vont poser des problèmes au niveau de la reconnaissance de la parole. Donc il y a peu d'études qui existent sur ça. La référence pour nous, c'est l'analyse de Viperla en 2010, qui montre qu'au niveau de la physique du son, la parole, il y a une modification de la fréquence fondamentale, une baisse au niveau de l'énergie dans la parole, certains sons qui vont poser plus problème que d'autres, et une augmentation du bruit. Donc je vais vous expliquer un peu ça tout à l'heure. Aussi, on a un grand nombre de phénomènes qui vont, au niveau morphologie et cognitif, qui vont changer avec le vieillissement. Alors, typiquement, on a une perte musculaire, une apparition de tremblements, un état de fatigue ou de faiblesse qui va impliquer une difficulté à maintenir le niveau de la voix, par exemple. Donc, par exemple, ces choses-là vont avoir une influence considérable sur la parole. Au niveau de la compétence locutoire, donc de la parole, la maîtrise des cordes vocales, donc le voisement qui est une caractéristique de la parole, la maîtrise de la langue, des lèvres va vraiment changer avec le vieillissement à cause de la perte musculaire, entre autres. Sur le plan cognitif, la parole des personnes âgées est souvent plus lente. La structuration cognitive de la pensée et pour construire la production langagière est ralentie parce que l'accès au sens est complètement assez ralenti. Il y a plus d'hésitation dans la parole, plus de pauses, donc tout ça, ça va jouer sur la reconnaissance pour les systèmes. Donc voilà, on voit aussi un problème d'accès au lexique avec des discours moins cohérents parfois. Donc nous avons retrouvé ça dans notre étude. On a comparé, grâce à notre corpus que nous avons créé spécialement pour cette étude, une différence nous avons montré justement cette différence entre la voix âgée et la voix non âgée. Donc on voit que certains phonèmes posent plus problème que d'autres. Donc le peut-que, be-de-ge, fe-se, che-je. La nasalisation qui va être moins bien contrôlée, c'est-à-dire qu'avec le voile du palais qui est au fond du palais, qui permet soit de faire résonner dans la cavité nasale ou dans la cavité buccale pour prononcer des sons différents, va être moins bien contrôlé, donc on aura un bouleversement à ce niveau-là. Certaines combinaisons dans la parole vont être plus difficiles que d'autres, donc il va y avoir aussi des problèmes à ce niveau-là dans la prononciation. Donc on voit bien en bleu bleu-violet, vous avez la voix non âgée, et en blanc donc la voix âgée. Plus on se rapproche de 0, meilleur est le taux de reconnaissance. Ça a été classé en bas, c'est des groupes de phonèmes, c'est pas seulement phonème par phonème. Donc on a les consonnes et les voyelles. On voit bien que certains phonèmes posent plus problème que d'autres, mais ça autant pour la voix âgée que non âgée. Et dans tous les cas, la voix âgée pose plus de problèmes.
Donc, on a une baisse de performance des systèmes. Donc, il faut adapter ces systèmes pour la reconnaissance vocale des personnes âgées. Donc, comment nous avons fonctionné? Nous avons donc créé notre corpus, le AD80 dans une première phase, qui a été enregistré au CHU de Grenoble et à domicile, je crois, pour une partie. Donc on a voix âgée. Ah non, pour le non âgé, c'était dans un studio d'enregistrement. Donc ça nous a permis de mettre en évidence encore une fois cet écart. Quand on parle de word error rate, c'est le taux de reconnaissance des mots. Donc combien de mots ont bien été reconnus par le système. Donc on voit, pour un système qui n'a pas été adapté pour de la voix âgée, on a 7% d'erreurs pour de la voix non âgée et on arrive jusqu'à presque 30% d'erreurs pour de la voix âgée, quelque chose qui n'est pas vraiment acceptable pour des systèmes comme ça. Donc on a eu l'idée d'adapter ces systèmes, on a réenregistré un second corpus avec des tâches qui visaient à mettre en évidence ces phénomènes-là. Donc on a eu on a préparé un texte qu'on leur a fait lire sans leur dire pourquoi, pour pas. En fait, il ne fallait pas influencer la lecture, donc on a un peu noyé le poisson, si on peut dire, et pour mettre en évidence la prononciation des sons. Et lorsqu'on adapte le système, on arrive pour de la voix âgée à 11%, donc il y a quand même une nette amélioration. Et maintenant, donc ça, on a fait les tests sur le corpus qui a servi pour adapter le système. Et maintenant, on va tester, on ne l'a pas encore fait, sur de la voix âgée qui est autre que le corpus. Alors, je suis d'accord avec vous que on a fait tous ces traitements en expérimental. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas représentatif d'une situation normale. Il faut savoir que le corpus a été enregistré dans les maisons de retraite et dans des foyers logements. Donc il y avait des bruits ambiants, les voitures, des choses comme ça qui passaient, des horloges qui sonnaient, des gens qui frappaient à la porte, qui ouvraient. Donc c'était pas vraiment très bruité. Bien sûr, c'est un obstacle le bruit, mais on va continuer à étudier ce phénomène dans des contextes plus ou moins réels. Donc les corpus, rapidement, donc le premier corpus, on avait 57 locuteurs, hommes-femmes, avec des âgés, des non-âgés, donc ça va de 20 à 94 ans. C'était de la parole lue, pas de la parole spontanée. Donc quand on fait des tests sur des appels de détresse sur de la parole lue, je suis d'accord avec vous que c'est pas forcément la même chose que quand la personne va vraiment être en situation de détresse chez elle. Mais pour obtenir en réel ces situations, c'est pas non plus assez évident, parce que mais même jouer, même si la personne fait un aspect théâtral avec ces phrases-là, ça peut pas être ça peut pas être comparable à un vrai appel de détresse. Donc c'est ce corpus-là qui nous a permis de faire la mise en évidence sur les deux types de paroles. Et ensuite, on a fait donc le second corpus. J'ai pas changé de... C'est pas AD80, je me suis trompée, c'est RS38. Donc avec 24 locuteurs pour adapter le système. Pareil, hommes-femmes, on les a enregistrés sur leur lieu de vie. Et la partie qu'on a fait dans ce corpus, les entretiens, va nous permettre de tester de la parole, de tester les systèmes sur de la parole vraiment spontanée, donc comparable à ce que si on met le système chez eux, comment ça va fonctionner. Donc ça, c'est la prochaine étape de notre travail. Donc, en relation avec nos résultats, c'est comment dire ? On s'est dit que si les paramètres de la voix évoluaient avec le vieillissement, les taux d'erreur pouvaient être mis en relation avec les niveaux de dépendance évalués sur les personnes. Alors, le fait qu'on ait pris les scores GIR a été très critiqué. Je vous invite à venir nous voir si vous avez envie de parler de ça. On va présenter un poster juste après.
Donc nous, on a remarqué que donc ici, moins une personne était classée comme dépendante, meilleurs étaient ses résultats au niveau des systèmes. Et plus une personne était évaluée comme dépendante, pire étaient les résultats. Donc on pense qu'il y a vraiment une corrélation avec ça. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a aussi une relation avec l'âge? Et là, on a vu que non, il n'y avait vraiment pas de relation avec l'âge. Ici, par exemple, on voit qu'une personne qui est assez jeune a un niveau de reconnaissance vraiment très élevé, alors qu'une personne plus âgée a un taux de reconnaissance acceptable pour les systèmes. Donc j'en arrive à ma conclusion. Donc je pense et nous pensons que la reconnaissance de la parole est vraiment un enjeu et un espoir pour le maintien à domicile. Ça a été montré que c'est moins coûteux d'équiper un appartement ou une maison pour une personne que de payer pour aller en institution. Ça propose vraiment une sécurité. La personne va être vraiment rassurée d'avoir ce système chez elle et elle se sentira plus en contact avec son environnement, avec ses proches, avec ses médecins. Et dans nos perspectives, on vise à étudier les bruits de la parole parce que on a remarqué que tout ce qui était le dentier, le fait d'avoir des dents manquantes ou quand on est âgé, on a plus de salive, tout ça, ça avait une influence sur la parole, ça s'entendait et ça gênait à la reconnaissance. Donc il faut qu'on fasse toute une étude sur ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui existent précisément et qui montrent ces phénomènes-là. On a remarqué aussi que, étrangement, il y avait un son qui n'existait pas dans la langue française, qui apparaissait dans la reconnaissance de son. Et donc là aussi, dans notre étude voix âgée, voix non âgée, il faut qu'on précise ça, parce que c'est assez étrange qu'un son qu'on n'a jamais utilisé tout au cours de notre vie, il apparaisse quand on devient vieux. Et ensuite, donc, sur ce que je vous ai montré juste avant, est-ce qu'on peut établir un système de prédiction du taux d'erreur des systèmes pour pouvoir les adapter à la personne chez qui on va l'installer en fonction de son niveau de dépendance. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose. On attend vos suggestions à notre poster. Donc voilà. Merci Mademoiselle Legrand. On va passer aux questions. Je me permets de commencer par une question. Je trouve que c'est intéressant ce que vous montrez, les corrélations potentielles entre la grille Agir et ces systèmes de reconnaissance de la parole. Alors si, dans la mesure où vous arriveriez à établir formellement une corrélation justement entre ces deux choses-là, est-ce qu'on pourrait envisager justement d'obtenir le score GIR simplement en enregistrant ou en analysant des textes lus par une personne, par exemple? Alors, je ne pense pas qu'on puisse établir juste avec le score GIR parce que ça dépend de tout un tas de critères, mais ça y contribue visiblement. Après, je pense qu'il faut creuser encore la question. C'est une piste intéressante. J'aurais une question en fait par rapport à l'adaptation du système, par rapport finalement à la voix de la personne âgée. Dans la présentation, c'est pas très clair en fait si c'est fait c'est-à-dire on regarde l'ensemble des gens sur lesquels vous avez travaillé, ou est-ce que c'est une adaptation personnalisée? Nous avons fait les deux. Là, les résultats, c'était pour une adaptation au groupe de personnes, le RS38, je ne sais pas si... Voilà, le jaune. On a fait un groupe de... Donc, il y a 24 locuteurs, hommes et femmes. On a confondu tout ça pour avoir le 11% de réussite. Et après, on a fait une adaptation juste à la personne pour voir si c'était justifié d'adapter le système en fonction de la personne chez qui on va l'installer. Et il y a, on va dire, 5% d'amélioration supplémentaire.
Mais c'est variable en fonction des locuteurs. Et cette amélioration, on ne l'a pas testé, savoir si, par exemple avec le score GIR, on n'a pas testé s'il y avait beaucoup plus d'amélioration ou quoi en fonction de leur niveau de dépendance ou leur stade de vieillissement. Dans la conclusion, justement, par rapport à l'adaptation, vous dites par rapport... Non, enfin, je sais plus, je l'ai rêvé. Non, voilà, par rapport au taux d'erreur, justement, du système. Donc, ça se fait... Enfin, je ne comprends pas très bien si ça se fait par rapport aux personnes ou juste par rapport au taux d'erreur, enfin, au word error rate. Alors, on ferait un test on lance le système adapté à la voix âgée sur la personne. On voit... en fonction de leur... du niveau de dépendance à laquelle ils sont évalués, on devrait pouvoir dire il va y avoir tel taux de reconnaissance ou tel taux. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Pour l'instant, voilà. C'est ça votre question, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, bonjour, j'ai une question. Je trouve votre exposé super intéressant. Vous devez savoir pourquoi, puisque vous avez repris une partie des travaux qui ont été faits, notamment sur de Régis Privat. On avait identifié des problèmes sur la production de phonèmes. Moi, j'ai deux questions. En fait, ce que nous, on avait remarqué aussi, c'était le fait qu'en fait, c'est plus que les erreurs de reconnaissance. Ce qui était intéressant d'étudier, c'était le taux de reconnaissance de la phrase ou de l'énoncé. Puisqu'en fait, dans la production, comme vous l'avez très bien expliqué, il y a ce que moi j'appelle les inentendus de l'oral, en fait. Et est-ce que vous envisagez de travailler sur l'identification d'un lexique des inentendus de l'oral? Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir augmenter globalement les taux de reconnaissance. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez essayé on sait qu'en fait, la production de la voix est modifiée par l'impact du système musculaire qui intervient dans la production. Est-ce que vous avez essayé, dans vos populations qui ont constitué vos corpus, fait des classes de pathologie? Notamment, par exemple, les sujets parkinsoniens ont des tremblements, ils ont aussi des problèmes de vibration dans les cordes vocales. Est-ce que vous avez regardé ces aspects-là? Alors, pour la deuxième question, on a pris seulement des personnes qui n'avaient pas de pathologie. La demande... je ne sais plus si ça vient de ce qu'on nous a demandé pour nous dans notre constitution de corpus ou si c'est pour le projet. On a pris seulement des personnes qui étaient seulement vieux. Bon, ils ont des petites maladies, mais on n'a pas listé ça. C'est vrai que ça a été une erreur qu'on a eue dans notre corpus parce qu'on ne leur a pas demandé s'ils avaient des problèmes particuliers de santé. Des fois, parce qu'on a eu dans les entretiens, on a discuté avec eux pendant parfois 2 heures. Donc ils nous ont raconté leur vie, c'était ça le but. Et ils nous ont donné ces renseignements-là sans qu'on leur demande précisément. Mais on n'a pas fait de fiches, on va dire, très précises sur ça. Votre première question, j'ai pas... Oui, alors ça, on n'a pas réfléchi sur ça.